Bienvenue sur l'internaute.com et ouestfrance.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur Internet. Nous recevons aujourd'hui Barbara Pompili, coprésidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale et députée de la Somme. Bonjour Barbara Pompili. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Michel Urvois, éditorialiste politique de Ouest France, est avec moi pour co-présenter cette émission. Bonjour Michel. Bonjour Fabien. Alors vous connaissez le principe, je vous le rappelle rapidement, vous avez une quarantaine de minutes pour réagir à la mission et poser votre question à notre invité. Michel et moi-même, nous ferons un plaisir de les retransmettre en direct. Alors, Barbara Pompili, on vient de l'apprendre ce matin, 2 soldats français ont été tués hier soir en Centrafrique. Vous avez ce matin eu rendez-vous avec Jean-Marc Ayrault à Matignon pour évoquer le dossier de la Centrafrique. Cet après-midi, l'Assemblée débat d'ailleurs de la question. Alors une question simple, qu'est-ce que vous demandez ce matin à Jean-Marc Ayrault ? Tout d'abord, évidemment, je m'associe à la douleur des familles et au soutien qu'on apporte à nos troupes là-bas, puisque ça rappelle qu'on ne part pas comme ça dans le vide, que ce sont des missions dangereuses et où nos soldats risquent leur vie. Ça méritait d'être rappelé, surtout dans des circonstances dramatiques comme aujourd'hui. Après, nous considérons que cette mission d'intervention dans le cadre de l'ONU doit être menée puisque la situation en Centrafrique est une situation très grave où il y a des massacres qui sont perpétrés et où on ne peut pas laisser comme ça un presque génocide se mettre en place. Vous avez demandé un vote à l'Assemblée officiellement, donc vous allez voter pour l'intervention ? Alors, malheureusement, il n'y aura pas de vote organisé pour l'instant, mais nous le souhaitons d'une manière générale, parce qu'on considère que quand on engage nos troupes, il faut que le Parlement, au-delà d'être consulté, puisque là c'est le cas, ait une part à la décision en votant. En tant qu'écologiste, comment regardez-vous cette présence répétée de la France dans des opérations en Afrique ? C'est du simple maintien de la paix ou c'est un retour de la Centrafrique de la France-Afrique, comme le critiquent certains politiques? Je pense qu'on n'est pas du tout dans un retour à la France-Afrique et François Hollande a été assez clair là-dessus. Il veut vraiment que l'Afrique prenne en charge elle-même sa propre sécurité. Mais entre dire ça et le faire tout de suite, on sait très bien que les conditions pour l'instant ne sont pas réunies et que la France a un rôle à jouer, notamment dans la formation des militaires et des unités militaires qui pourraient intervenir en Afrique. Et ça se fait dans le temps. Après, que ce soit la France qui intervienne, moi je constate encore une fois que l'Europe est très en retard dans une définition d'une politique commune de défense. Il va y avoir un Conseil européen la semaine prochaine qui va en parler. Mais pour aboutir à quoi ? Encore une fois, on voit bien qu'il y a un grave manque de volonté politique de l'Europe de se construire, et se construire politiquement, c'est aussi se construire sur ces questions-là. Pour l'instant, quelque part, l'Europe, finalement, est assez contente de laisser la France en première ligne. Mais parce que chacun a des intérêts divergents et parce qu'il n'y a pas de diplomatie commune. Oui, alors attention, on est quand même là sur une mission internationale. La France n'est pas toute seule. D'abord, elle est avec des unités qui viennent de pays d'Afrique. Il y a la MISCA qui a été mise en place, qui est une unité qui vient du Tchad, du Cameroun. Il y a du Burundi qui va venir aussi. Ce sont des pays africains qui prennent part à cette intervention. Donc, on ne va pas dire que la France est seule. Vous appelez de vos voeux la création d'une force européenne aujourd'hui pour participer à des opérations internationales dans le cadre de l'ONU. J'appelle 2 choses. J'appelle de mes vœux le fait que l'Europe se construise enfin pour qu'elle ait une politique européenne de défense crédible. Oui. Et d'un autre côté, j'appelle de mes vœux le fait que l'Afrique puisse avoir sa propre force d'intervention et qu'elle puisse elle-même remettre de l'ordre quand c'est nécessaire, comme c'est le cas ici. Oui. Mais encore une fois, ça prend un peu de temps. Barbara Pompili, on a beaucoup de réactions d'internautes sur ce dossier précisément. On a une réaction de Claire qui nous dit « Je suis écolo depuis 20 ans, plus de 20 ans. Jamais je ne soutiendrai une intervention militaire, nous dit-elle. » Alors c'est vrai que soutenir une action militaire, est-ce que c'est pas un signe de mutation ou de changement à l'intérieur des Verts, qui est un parti plutôt ancré dans un antimilitarisme de tradition ? Ah, mais nous sommes de toute façon des pacifistes. Après, quand il y a des massacres qui sont perpétrés, je ne vois pas qu'on puisse laisser faire. On n'a pas dit qu'on rentrait en guerre, là. On a dit que c'était une opération de maintien de l'ordre. La principale action des militaires français est une action de désarmement des gens. Donc, on faut pas non plus tout mélanger. Ça veut dire que là, il faudrait qu'on laisse faire. Je me souviens, là... Malheureusement, Nelson Mandela nous a quittés, qui était lui aussi un non-violent et qui, face au massacre
de ses concitoyens à l'époque, parce qu'il y a eu des exactions très fortes qui ont été faites en Afrique du Sud avant qu'il aille en prison, a dit malheureusement, il y a des moments où il faut parfois intervenir. Mais j'entends bien ce que dit cette personne, et il est vrai que nous considérons que ça doit être fait uniquement quand on ne peut pas faire autrement et sous mandat de l'ONU. Actuellement est légitime. Elle est complètement légitime et elle a été votée à l'unanimité du Conseil de sécurité. On va passer à toute autre chose. On va passer à toute autre chose. Barbara Pompili. Hop, j'ai un petit souci, c'est rien du tout. Un petit problème de son, c'est réglé tout de suite. On va parler de politique du gouvernement, si vous voulez bien, Barbara Pompili. Ça ne nous a pas échappé que Jean-Marc Ayrault est revenu hier de son voyage en Chine, radieux, plein d'énergie, en ayant vanté la filière française nucléaire et en appelant de ses voeux une collaboration plus poussée avec la Chine sur la construction d'EPR sur le territoire chinois. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire que Jean-Marc Ayrault n'est pas devenu écologiste, ce qui ne me surprend pas particulièrement. Nous savons très bien que nous avons des divergences sur la vision que nous avons sur le nucléaire. Je considère, et nous considérons les écologistes, que le nucléaire n'est pas une énergie d'avenir. Et d'ailleurs, on le voit au coût du kilowattheure des nouveaux EPR qui vont être construits notamment au Royaume-Uni. Le prix du kilowattheure est maintenant supérieur au prix de l'éolien. Donc on voit bien que ce n'est pas une énergie d'avenir, qui est très dangereuse, qui pose plein de questions de déchets, etc. Ça ne remet pas en cause l'accord que nous avons passé, qui est un accord de gouvernement. L'accord de gouvernement que nous avons passé, c'est un accord de réduction de la part du nucléaire dans notre mix énergétique. Et cet accord, jusqu'à preuve du contraire, on va y revenir, mais est-ce qu'il faut vendre des centrales? Est-ce qu'il faut vendre des EPR à la Chine ou à d'autres? Nous avons toujours été opposés à cela. Maintenant, ça ne fait pas partie de ce que nous, on considère comme notre accord. Donc, il faut pas mélanger les deux. Oui. Nous sommes anti-nucléaires. Nous avons passé un accord avec des socialistes qui, malheureusement, ne sont pas encore anti-nucléaires. Le signe est clair. Le nucléaire est une industrie d'avenir, semble-t-il, pour le Premier ministre. Non, la personne qui a dit ça, c'est le ministre du redressement productif, qui a toujours eu une attitude un petit peu provocante. Une filière d'excellence. Vis-à-vis des écologistes. Alors, filière d'excellence, là, je peux m'y retrouver. Parce que sur la question, notamment du démantèlement des centrales, qui va être une question centrale, c'est le cas de le dire, dans les années et les décennies qui viennent, nous avons en France un potentiel d'excellence, effectivement. Donc pour les détruire, mais pour les construire, pas là, seulement vous êtes pour plus les embêtés. détruire, pas seulement pour les détruire. Il y a un gros travail à faire sur le démantèlement, mais aussi sur la gestion des déchets. Ça demande des technologies très poussées, très avancées, et de grandes connaissances que nous avons en France et qu'il faut effectivement exploiter. Alors vous dites que ça ne fait pas partie de notre contrat de gouvernement. En revanche, ce qui en fait partie, donc, c'est l'engagement à réduire, à modifier le mix énergétique d'ici à 2025. Anne Lauvergeon d'un côté, Greenpeace de l'autre disent cette ambition, elle est irréalisable. Vous dites quoi? Alors Anne Lauvergeon a été, à ma connaissance, recadrée tout de suite par le gouvernement, puisque moi, vous savez, je fais confiance dans des gens qui sont des gens sérieux, qui ont fait des études très poussées de faisabilité de ces scénarios, et il y a des associations qui l'ont fait. Oui, mais Anne Lauvergeon n'a pas, à ma connaissance, fait ces études. Il y a des associations comme Négawatt qui l'ont fait, mais depuis les scénarios de Négawatt, il y a aussi l'ADEME, il y a aussi GRDF qui ont fait des études qui prouvent que c'est tout à fait possible et même très intéressant pour le développement d'autres études. Greenpeace n'y croit pas davantage. J'ai pas entendu Greenpeace dire ça, mais je vous crois sur parole. Vous croyez vraiment que Fessenheim sera fermé avant la fin du quinquennat? Enfin, en tout cas, écoutez, la fermeture engagée. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais vous savez, il y a de fortes pressions du lobby nucléaire pour essayer de faire en sorte que nous n'allions pas au bout sur ce point. Or, le président de la République a plusieurs fois réaffirmé qu'il irait au bout, et je n'ai aucune raison de ne pas le croire. Très bien, on va passer à notre domaine, la fiscalité, qui aussi occupe l'agenda politique en ce moment. Alors Jean-Marc Ayrault, sans vous avoir entendu, puisque vous avez demandé une réforme fiscale il y a peu de temps. Cela dit, on n'est pas tout à fait sûr de comprendre vraiment ce que vous demandez de lui. Quelles sont les mesures concrètes et précises que vous exigez en matière de fiscalité verte de Jean-Marc Ayrault du gouvernement sur la refonte de la fiscalité? Alors, vous me demandez en termes de fiscalité verte, parce que après, il y a la refonte de la fiscalité, elle est nécessaire, parce que je pense que là, j'imagine que vous voudriez un petit peu
rendre un peu plus verte cette fiscalité. Oui, c'est ça que je veux mais dire. tout le monde s'est rendu compte que là, la fiscalité était trop complexe, qu'elle était parfois contradictoire, c'est-à-dire qu'il y avait des mesures qui s'opposaient les unes entre elles, et aussi des mesures où on prenait dans la poche de l'un pour remettre dans la poche de l'autre. Tout ça n'a pas de sens, on n'y comprend plus rien, et ça altère le consentement à l'impôt, qui est une base de la démocratie. Donc il faut réagir face à ça, simplifier, et essayer, tant qu'on y est, de faire en sorte que la fiscalité pèse plus sur ce qui nous paraît, nous, négatif, c'est-à-dire les pollutions, et qu'elle pèse moins sur le travail, c'est-à-dire baisser le coût du travail et plus prendre sur les pollutions. Donc ce serait un glissement. C'est exactement ce qu'on demande. La contribution climat-énergie qui a été mise en place là, dans le budget 2014 est un premier pas vis-à-vis de ça, mais nous on est prêt à tout regarder pour essayer de faire en sorte que la fiscalité soit effectivement plus juste. Vous entretenez une sorte de flou tout de même. Il n'y a pas de mesures très concrètes qu'aujourd'hui demandées par les écologistes sur le dossier, alors que Jean-Marc Ayrault entame une réflexion et veut changer la fiscalité. Ah non, mais si vous voulez des mesures plus concrètes, on a demandé le prélèvement à la source, on a demandé la fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu. Pourquoi ? Pour qu'il y ait plus de progressivité. Ça aussi, c'est important, que l'impôt soit plus progressif et moins payé. Mais là, on n'est pas dans la fiscalité verte, Barbara Pompili. Mais ça en fait partie. Ça en fait partie. C'est ça que moi, je veux vraiment qu'on comprenne. Et dans la fiscalité verte, après, il faut déjà supprimer toutes les niches anti-écolo qui existent actuellement, c'est-à-dire que nous finançons des pollutions. Au-delà même de les taxer, là, on les encourage. Je parle évidemment de la question du diesel qui a refait surface ce week-end, puisqu'on en a reparlé. Le diesel est un cancérogène grave avec les particules. On peut continuer à faire comme si ça n'existait pas et aller dans le mur avec cette histoire et se retrouver avec un scandale sanitaire, ou on peut, là, progressivement, parce qu'il faut aussi accompagner les gens qui sont dans les difficultés financières, mais progressivement mettre en place une fiscalité qui arrête d'avantager le diesel, puisqu'on en est là. On avantage le diesel. L'écotaxe... La taxe poids lourd, s'il vous plaît. La taxe poids lourd est renvoyée au calendrier grec. Par quoi vous la remplacez ? Je m'explique un instant. La Bretagne n'est pas une région traversée par le trafic routier international. Une taxe poids lourd ne taxe que les poids lourds, ne pénaliserait que les poids lourds locaux, régionaux. Comment fait-on dans une région qui est éloignée des centres économiques et qui serait la première touchée par une disposition comme celle-là? Alors, je ne sais pas qui a répandu ces fausses rumeurs. Il faut aussi que... non, mais il y a une réalité géographique quand même. Déjà, la taxe poids lourd, dès le départ, avait été pensée face à ces réalités géographiques, puisqu'il y avait un abattement de 50% pour la Bretagne. Donc, déjà, à l'époque, la Bretagne avait été considérée comme à part par rapport aux autres régions. Mais on a bien vu sur cette taxe poids lourd, moi j'en suis désolée, parce que c'est devenu le bouc émissaire de tous les problèmes du monde, alors que en tant que tel, les calculs avaient été faits, encore une fois, et qui montraient que la Bretagne était bénéficiaire, c'est-à-dire que la taxe poids lourd qui était versée par la Bretagne, en fait, était moins importante que le produit qui revenait à la Bretagne pour l'entretien des routes. Donc, c'est vraiment une taxe qui a été prise en otage pour de mauvaises raisons. Et alors que cette taxe est une bonne taxe, parce qu'elle taxe des gens qui évitent de prendre les autoroutes, puisque c'est le cas des camions qui traversent la France du nord au sud, d'est en ouest, etc., qui ne prennent pas les autoroutes qui sont payantes et qui vont sur d'autres routes et qui créent des nuisances pour les habitants, qui créent des pollutions, qui abîment les routes. Et ça, c'est le contribuable qui doit payer. Vous regrettez que le gouvernement ait cédé sur cette question ? Oui, je le regrette. Cela dit, j'entends que, vu les tensions qui existaient, le gouvernement ait voulu un petit peu calmer le jeu. Ouais. Et il y a une mission parlementaire qui a été mise en place pour essayer de trouver des solutions. Vous me disiez, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait envisager comme aménagement sur cette taxe qui permettrait d'éviter des effets un peu pervers. Moi, je me dis qu'on pourrait étudier la solution, par exemple, d'exonérer les 50 premiers kilomètres, qui permettrait pour les petits trajets, 50 ou 100, enfin à regarder, mais qui permettrait pour les petits trajets d'éviter de pénaliser ceux qui font des circuits courts. Vous avez soumis cette proposition ? Oui, on l'a déjà évoqué. Je ne sais pas si on l'a soumis officiellement, parce que ça va être le cadre de la mission parlementaire. Mais voilà une idée
par exemple, d'aménagement. Et moi, je préférerais qu'on réfléchisse à ces idées d'aménagement qui permettraient de garder cette bonne taxe plutôt que de rester sur des fantasmes et qui ne permettent pas d'avancer. Une question de Patrick. Peut-on faire une politique plus résolument écologiste sans augmenter les impôts? Les Verts, dit-il, inventent toujours de nouvelles taxes. Oui, ça c'est, mais c'est la grande tradition et la grande caricature. Vous savez, nous aussi, on est des contribuables. Moi, je considère que le taux d'imposition actuel est un taux qui est plus que suffisant. Donc après, il faut réfléchir à est-ce que ces taxes sont efficaces, enfin cette imposition est efficace, est-ce que ça rend les services que ça doit rendre? On voit bien qu'il y a un manque d'efficacité et encore une fois, on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'on a une fiscalité qui est lourde et qui est parfois contradictoire. Donc essayons d'avoir une fiscalité qui est logique. Par exemple, on dit qu'il faut aider les transports en commun, qu'il faut les développer, justement parce que c'est bon contre les pollutions, parce que c'est bon pour aider les gens à pouvoir se déplacer moins cher. Et on a une fiscalité qui va pénaliser, avec la hausse de la TVA, les transports en commun. Voilà une incongruité qu'il faut réparer. Donc là, pour l'instant, on ne l'a pas encore obtenu sur le budget 2014, mais dans le cadre de la mise à plat de la fiscalité, voilà un sujet sur lequel il faudra s'attaquer. Avant de passer aux questions concernant plus proprement parler votre parti, justement, on va parler un petit peu du budget rapidement. Comment est-ce que vous expliquez qu'à l'Assemblée, les Verts votent le budget et qu'au Sénat, on s'abstienne? Bon, d'abord au Sénat, je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé, mais il y a eu des amendements qui ont été proposés par les différents groupes, que ce soit de l'opposition ou de la majorité, et à la fin, le texte était tellement dénaturé que le gouvernement a dit non, on ne vote pas ce texte-là qui a été amendé, on va voter le texte qui est arrivé au Sénat avant d'être travaillé. Ce qui n'est pas malice quand même là-dessus. Le problème aussi, c'est qu'au Sénat, il y a un espèce de petit jeu de l'opposition et aussi des députés. Il y a ça un vous petit jeu, rend mais pas qui très fait... lisible quand même la position des écologistes, elle est brouillée par cette Vous savez, dualité. moi je suis parlementaire, je réussis à avoir un amendement justement sur les transports, c'était ça l'amendement qu'on avait obtenu sur la TVA sur les transports, qui réussit justement à ne pas faire augmenter la TVA sur les transports. Voilà une grande victoire et on ne peut même pas voter à la fin là-dessus. Je comprends la frustration de mes collègues sénateurs. Moi, je me serais pas abstenue. J'aurais continué parce que je considère que c'est un marqueur, le budget. C'est un marqueur qui dit si on appartient ou pas à la majorité. Ils n'ont pas voté contre, attention, ils se sont abstenus en sachant parfaitement que le dernier mot revient à l'Assemblée. Donc on nous donne un petit peu la responsabilité de gérer cela. Bon, encore une fois, je pense que ça a été aussi un moment pour montrer à quel point il y a une absurdité dans ce qui s'était passé sur l'étude du budget au Sénat, et ça ne doit pas aller plus loin que ça. On vous sent toujours, les écologistes, un peu un pied dedans, un pied dehors. S'il n'y a pas une mesure forte, visible, politiquement lisible en 2014, est-ce qu'il faut rester dans la majorité ou est-ce qu'il faut en sortir? Et quelle pourrait être cette mesure? Alors, il y a deux questions dans ce que vous dites. La première, c'est que, oui, chez les écologistes, nous avons toujours eu une tradition un pied dans les institutions et un pied dans les mouvements sociaux. Ça a toujours été comme ça chez nous. Et il est vrai que là, maintenant, nous sommes dans une stratégie de participation au pouvoir qui n'est pas si habituelle chez nous. Donc, il faut aussi que ça rentre dans notre manière de fonctionner. Ça se fait pas toujours facilement. Sur la participation au pouvoir, on a passé un contrat de 5 ans, avec un contrat de majorité, avec les socialistes. Donc, on considère que ce contrat, d'abord, il devra être jugé au bout de 5 ans, et que l'idée n'est pas de quitter le gouvernement toutes les 5 minutes, sinon ça n'a pas de sens. Donc, je veux dire, entre guillemets, on ne se marie pas en se disant tous les jours, est-ce que je vais divorcer? Non, on divorce s'il y a un vrai problème. Est-ce qu'il n'y a pas un point de rupture à un moment donné, c'est ça? Le point de rupture, c'est le non-respect des engagements qui ont été pris entre nous. Donc, il est vrai que sur l'écologie, nous sommes un petit peu en attente et que la question de alors il y a eu quelques avancées. La contribution climat-énergie dans le budget, c'est un début de fiscalité écolo qui n'a jamais existé avant et qui est un début. Donc il ne faut pas non plus voir tout en noir. Par contre, là, il va y avoir la loi sur la transition énergétique, qui est une loi essentielle et qui sera un tournant dans le quinquennat, sur laquelle on a énormément d'attentes. Vous attendez au tournant d'attentes et de propositions,
bien sûr. Très bien. On va passer à autre chose, Barbara Pompili, on va parler de parti, parce que la semaine dernière, le 30 novembre précisément, Emmanuel Causse a été élu à la tête d'Europe Écologie Les Verts. Alors j'ai envie d'aborder cette thématique, ce chapitre-là, en parlant tout d'abord de la défection de la députée Isabelle Attard, qui a mis en lumière le fait qu'elle était plus à l'aise dans un parti qui faisait trop de compromis avec le gouvernement. Elle a demandé malgré tout à rester dans le groupe à l'Assemblée. Alors deux choses, est-ce que vous allez l'accorder le fait de rester dans le groupe parlementaire? Et est-ce que vous comprenez les gens qui ne se sentent plus à l'aise au sein d'Europe Écologie Les Verts? Est-ce qu'ils ont tort? Alors, sur Isabelle Attard, elle a effectivement demandé à continuer à être rattachée à notre groupe. Qui est députée du Calvados, je le précise pour nos internautes. Tout à fait. Donc, notre groupe se réunit ce matin, donc on va en discuter tout à l'heure. Vous n'avez pas encore décidé de son sort? Nous avons l'habitude de prendre des décisions ensemble, de manière collégiale. Donc ce ne sont pas les coprésidents qui décident tout seuls dans leur coin. Donc le groupe ça se fait quand même réunira plusieurs départs qu'on enregistre, là, plusieurs défections. Vous remarquerez que c'est des départs du parti, jamais du groupe. Ce qui veut dire quand même que notre groupe fonctionne plutôt bien et qu'on n'a jamais eu une volonté caporaliste dans notre groupe. Chacun peut s'exprimer comme il l'entend, même si on essaye d'avoir des positions communes qui nous permettent d'être entendus. Là, sur cette question-là, il va y avoir une décision qui va être prise. Mais je considère que notre groupe est un groupe écologiste. Ceux qui se réclament de l'écologie, qu'ils appartiennent ou non au parti, peuvent prétendre. Donc vous laissez la porte ouverte, à titre personnel. Oui, je laisse la porte ouverte. Après, sur la question des militants, qui peuvent se poser des questions, bien sûr. Et qui quittent le parti, il y en a. Noël Mamère sur le plateau dernièrement. Il y en a, mais alors c'est toujours parce que ce sont des personnalités médiatiques. Oui. Mais c'est une voix qu'on entend de plus en plus. C'est-à-dire, je ne me sens plus à l'aise au sein des Verts, je préfère m'exprimer ailleurs, hors du parti. De plus en plus, dites-moi combien. Il y en a écoutez, pas tant que ça. On vient d'avoir le congrès à Caen. Oui. Il y a pour la présidentielle, vous aviez 15 000 votants ou 16 000 votants pour la primaire. Là, il n'y en avait à peine plus de 10 000. 5 000 seulement se sont exprimés. Et la motion majoritaire a obtenu 38% de ces 5 000. Ça fait quand même pas beaucoup de monde dans chaque département, quoi. Ça représente un petit peu, quand on regarde ce qu'est l'état d'esprit des Français en général, là, pour le coup, on ressemble assez à la population française qui se pose des questions sur la direction qui est prise par notre gouvernement, qui se pose des questions sur la capacité du politique à agir en cette période de crise. On est traversé par les mêmes questions que tout le monde. Là, pour le coup, on n'est pas très différent. On avait eu un pic de vote pour la primaire, mais ça c'est comme dans tout parti, quand il y a une primaire, on a plus de votes. Là, ce que je constate simplement, c'est qu'on nous parlait d'une firme dont on voit bien que c'est du fantasme. Enfin, on est un parti démocratique. Donc c'est pas Cécile Duflot qui a imposé Emmanuel Causse à la tête du parti? Écoutez, si on avait une firme, elle aurait fait son travail de firme et on aurait fait 80%. Là, ce n'est pas le cas. Donc, ça prouve tout simplement que la démocratie s'exprime dans notre parti et je trouve que c'est plutôt bien. Comment expliquez-vous, alors que les questions environnementales sont devenues majeures et mondiales, que le parti qui, a priori, porte le plus ces questions-là soit aussi faible numériquement? Bon, ça fait très longtemps qu'on se pose cette question-là. D'abord parce qu'il faut qu'on réussisse... Mais est-ce que vous apportez des réponses? Je pense qu'il faut qu'on réussisse à asseoir notre crédibilité en tant que parti de gouvernement. Et c'est pour ça que la période actuelle est une période un peu charnière pour nous. Il faut qu'on réussisse à montrer ce qu'on est capable d'apporter quand on est dans un gouvernement. Donc, il faut de la durée. Et c'est pas si simple dans la période actuelle, qui est une période de crise et qui est une période où nous sommes des partenaires, mais nous ne sommes pas des partenaires majoritaires. Donc, c'est une alchimie difficile à gérer. On a des partenaires qui ne sont pas écolos, à qui il faut qu'on aiguillonne, et c'est pour ça que on a aussi nos militants qui se posent des questions par rapport à cela, en se disant est-ce qu'on serait plus utile à l'extérieur ou à l'intérieur. Le Congrès nous a donné une réponse assez claire là-dessus. La position qui dit on tente le coup de rester au gouvernement est majoritaire dans ce parti. On a quand même beaucoup de réactions, vous vous en doutez, de militantes. On a une militante qui s'appelle Samia, qui nous dit « Duflot s'est fait siffler à Caen ». Elle nous dit « Les listes minoritaires n'ont pas été bien intégrées dans les délégations ». Alors si on rajoute à cela Alain Lipietz, qui a fait rédiger un compte-rendu assassin de ce qui s'est passé en coulisses selon lui, le Congrès ne semble pas avoir tenu ses promesses en termes de rassemblement.
Écoutez, alors ça c'est pareil, mais on a aussi tendance chez les écolos à avoir toujours le verre à moitié vide. Ça c'est un grand classique chez nous. À la fin de ce congrès, on a une secrétaire nationale, on a une ligne politique majoritaire, on a une équipe qui est en place pour faire avancer les choses. C'est Duflot qui se fait siffler à Caen, c'est pas difficile à accepter. Oui, elle s'est aussi fait beaucoup applaudir. Quelque part, mais enfin, elle a dû se fâcher très fort quand même. On ne la voit pas tous les jours comme ça. Le fait qu'on soit un parti démocratique, qu'on se pose des questions, que quelquefois ce soit un peu musclé, les explications chez nous ne me gênent pas. Moi, à la limite, il y en avait beaucoup qui étaient pour un rassemblement à 80%. Je trouve que ça aurait été un peu gommé, les différentes lignes qui sont chez nous et qui doivent s'exprimer. Là, on a une majorité qui est claire et qui est plutôt sur une participation au gouvernement, mais une participation critique. L'autre ligne, qui était plutôt sur un retrait du gouvernement, est minoritaire, mais elle a sa place et elle pourra s'exprimer. Je trouve que c'est plus clair pour tout le monde et que quelque part, les gens qui nous disent « Oh là là, vous n'êtes pas tous rangés en rang avec pas une tête qui dépasse », ce n'est pas la culture de notre parti. Notre parti est un parti de débat, est un parti, et moi je m'en réjouis, je n'aime pas le caporalisme. Très bien, on va passer à une séquence classique de notre émission, la séquence pour ou contre. Alors c'est très simple et très rapide. On vous demande si vous êtes pour ou contre certaines propositions qui concernent l'actualité récente, future, à venir ou en cours de l'Assemblée nationale. La première proposition, c'est celle-ci. La loi sur la consommation a été discutée hier à l'Assemblée. Alors est-ce que vous êtes pour ou contre le dispositif pour lutter contre l'obsolescence programmée ? Est-ce que ça vous paraît suffisant ? Je rappelle que le texte de loi de Benoît Hamon propose que le fabricant d'un produit devra informer son distributeur de l'existence et de la disponibilité des pièces détachées nécessaires à ses réparations. Oui, c'est un début, on va dire. Évidemment, nous, en tant qu'écolos, on préférerait que ça aille plus loin. Cela dit, c'est la première fois qu'on reconnaît la nécessité de parler de l'obsolescence programmée et de donner l'information aux gens sur les pièces détachées. C'est un début important. Autre actualité parlementaire, la commission des lois auditionne aujourd'hui, d'ailleurs, je crois, Najat Vallaud-Belkacem sur le projet de loi égalité hommes-femmes. Êtes-vous pour ou contre la réforme du congé parental ? Oui, je suis pour que les hommes soient plus impliqués dans la réforme du congé parental. Cela dit, je n'ai pas encore pu bien regarder le dispositif tel qu'il est prévu. Je ne sais pas si le dispositif tel qu'il est prévu est suffisamment sécurisant et peut permettre réellement que chacun prenne sa part du congé parental. Encore à l'Assemblée nationale, la loi pour l'avenir de l'agriculture. Pour ou contre imposer, selon vous, la limitation de l'usage des pesticides et des antibiotiques vétérinaires? Je vous pose cette question-là parce qu'il y a beaucoup de lobbies et c'est un de vos chevaux de bataille. Oui. Et on a déjà commencé, nous, en faisant adopter une proposition de loi au Sénat qui limite l'usage des phytosanitaires par les collectivités, notamment. Parce que, encore une fois, on voit bien que c'est une question qui touche la santé des gens, des consommateurs, mais surtout des agriculteurs qui doivent pouvoir exercer leur profession sans être mis en danger comme ça. Donc il faut qu'on s'en occupe, mais on n'est pas sur tout interdire tout de suite. Mais il faut réduire drastiquement les intrants. D'ailleurs, moi j'en ai discuté avec des représentants de la FDSEA qui étaient d'accord là-dessus. Après, on a peut-être des divergences sur le timing. Autre question qui a fait un peu l'actualité cette semaine, c'est les rythmes scolaires, encore et toujours. Bon, c'est une proposition de loi de Xavier Bertrand, UMP, qui a été refusée. Mais au-delà de ça, est-ce que vous êtes pour ou contre des rythmes adaptés selon les communes ou est-ce qu'il faut le même rythme partout? Alors, la proposition de loi de Xavier Bertrand, c'était revenir aux 4 jours. Ce n'était pas, c'était dire aux maires, vous avez le choix, mais en gros, avec la pression actuelle, c'était on revient aux 4 jours. Les rythmes de 4 jours par semaine sont considérés unanimement comme mauvais pour les élèves. Donc, il faut que cette réforme soit appliquée. Après, il est prévu, et peut-être peut-on discuter que le décret soit un petit peu amélioré, mais il est prévu que chaque commune, chaque collectivité regarde avec les directeurs d'école et avec les parents et avec les intervenants quelle serait la meilleure adaptation des rythmes
selon les collectivités. Et on a vu qu'il y a eu plusieurs systèmes qui ont été trouvés. Mais pour ça, il faut que les gens se parlent. Et moi, j'encourage beaucoup à mettre en place ce qu'on appelle des projets éducatifs de territoire qui permettent à tout le monde de se mettre autour de la table et de trouver la meilleure solution pour la commune. À l'échelle d'un canton, à l'échelle d'une intercommunalité. Une intercommunalité, quand il s'agit de petites communes rurales, par exemple. Il y a des exemples qui montrent que quand les gens se sont parlé, ça s'est plutôt bien passé et il y a eu même des belles inventions. Donc j'aimerais maintenant qu'on sorte un petit peu de la querelle sur faut-il faire ou pas la réforme. Il faut la faire. Par contre, il faut se parler. Et c'est vrai que c'est pas si simple. C'est moyennant des souplesses, oui, des adaptations. parce que entre par exemple, l'éducation nationale, les professeurs, les parents, les associations, parfois on ne parle pas le même langage. Et donc il faut réussir à se parler. C'est pas si simple. Dernière actualité de l'Assemblée, la pénalisation des clients de prostitution. Vous êtes prononcé contre, Barbara Pompili. Oui. Alors pour ou contre, dans ce cas de figure, la création de maisons closes en France pour protéger, si c'est votre intention, les prostituées Alors là, et assurer de bonnes je conditions de m'exprime travail. uniquement à titre personnel parce que le sujet fait débat dans tous les partis. Et donc, on n'y échappe pas. À titre personnel, moi, je suis plutôt contre les maisons closes. Pourquoi ? Parce qu'on se retrouve encore dans une situation où la personne prostituée est subordonnée à quelqu'un. Elle est salariée par quelqu'un qui a un pouvoir sur elle. Si on devait en arriver à une réglementation, je préférerais que ce soit une réglementation type, entre guillemets, attention, où elle serait indépendante, où elle pourrait se gérer elle-même, un peu entre guillemets en libéral. Je ne sais pas s'il faut qu'on aille jusque-là, mais en tout cas, s'il y avait une réglementation, il faudrait que ce soit plutôt ça. C'est-à-dire enfin, pas des maisons closes à l'allemande, par exemple. Non, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Par contre, qu'elles puissent se réunir entre elles et qu'elles puissent s'organiser entre elles, ça c'est différent. On va passer au chapitre des élections, Michel. Oui, rapidement. pour parler des municipales, d'abord, il y a une quarantaine de villes dans lesquelles les écologistes s'allient avec le Front de gauche. Alors Une quarantaine, tant que ça. Oui, oui. Ça a déjà oui, ça monte, ça monte. Enfin, ça reste peu rapporté au nombre de villes, mais enfin, quand même, c'est significatif. Est-ce que c'est pas justement un problème, au-delà du nombre, soit 20, 30 ou 40, par rapport à la majorité dont vous faites partie ? Non, parce que déjà, le front de gauche, on l'a bien vu, est complètement différent selon les villes. Il y a des villes où le front de gauche il contient le Parti communiste français, d'autres où ça n'est pas le cas. Mais c'est un parti qui est foncièrement hors de la majorité. Alors, ils sont hors de la majorité au niveau national, c'est évident. C'est même clair. le plus violent contre le gouvernement. Le plus violent, je ne sais pas, mais en tout cas, ils ne sont pas dans la majorité, on est bien d'accord. Ça pose un problème. Après, sur la question des municipales, moi je rappelle quand même que les municipales, c'est vraiment des élections locales où le contexte local est très important. Et d'ailleurs, il s'avère que Europe Écologie Les Verts est dans la majorité et part avec le Parti Socialiste dans certaines villes, mais il y a aussi d'autres villes où il part indépendamment du Parti Socialiste. Et c'est vraiment des choix qui sont faits localement. On n'a pas donné de directive nationale sur la question. En dehors peut-être, et ça il faut regarder ça de plus près, des lieux où il y a un vrai risque Front National. Et là il faut qu'on décide de ce qui serait le plus judicieux. À Paris, NKM a réussi à rassembler dès le premier tour le MoDem et l'UDI. Est-ce que si les Verts ne se joignent pas tout de suite au PS, c'est ne pas faire le jeu de la droite à Paris ? Non, mais ça, alors, on nous donne trop ou pas assez de pouvoir. C'est on est toujours responsable de tout. Quand il se passe quelque chose, c'est de la faute des écolos. C'est formidable quand on perd quelques points dans l'opinion. Voilà, c'est nous donner beaucoup d'honneur. Non, les élections municipales ont un mode électoral qui est un mode de proportionnel où chacun doit pouvoir s'exprimer. Si les écologistes considèrent à Paris qu'ils ont une parole différente à apporter, complémentaire à apporter par rapport à Anne Hidalgo, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Et vous savez, la démocratie, c'est pas seulement les deux gros qui s'affrontent, quoi. Il faut aussi que des voix diverses puissent s'exprimer. Et si on a vraiment des choses différentes à apporter, il faut qu'on le fasse. Pour vous, la ligne jaune, c'est le Front National, c'est-à-dire c'est le risque que le Front National gagne une élection ou c'est le risque que l'UMP batte le Parti Socialiste et la gauche ?
moi, je me situe dans la sphère républicaine. J'ai toujours pensé que le Front National n'était pas un parti républicain. Et j'ai toujours pensé qu'il ne fallait pas le banaliser. Parce que plus on le banalise, plus il rentre partout et ces idées deviennent banales. Et on le voit notamment sur les idées d'intégration vis-à-vis de l'immigration, etc. On parle d'un grand risque FN aux élections européennes. Oui. Est-ce que votre parti peut faire aussi bien? Est-ce que votre parti peut faire aussi bien qu'en 2009? On se demande où est passé un peu l'enthousiasme un peu créateur d'Europe Écologie Les Verts à ce moment-là. On n'arrive plus à retrouver le parti tel qu'il était il y a quelques années. Dany, au secours. D'abord, on sait que Dany est une figure emblématique, et notamment sur cette élection-là, sur l'élection des européennes. Il a incarné et il incarne une certaine idée de l'Europe que nous avons soutenue. Et c'est vrai que maintenant que Dany laisse sa place, ça nous pénalise, c'est évident, mais il faut aussi qu'on apprenne à avancer maintenant et qu'on passe à autre chose. Maintenant, la période actuelle, le départ de Dany plus la période de crise actuelle et les difficultés du gouvernement nous laissent à penser que ça va être plus compliqué. Oui, c'est sûr. Mais je pense que ces élections européennes-là, il va falloir les recentrer. Il va falloir recentrer le débat. Vous voyez bien que les voix qui s'expriment actuellement les plus fortes sont des voix anti-européennes pour la remise en cause de l'intégration européenne, de l'intégration monétaire européenne. Et donc, on a, nous, les écolos, une parole à porter là-dessus et que pour l'instant on n'entend pas assez. L'accord d'hier, par exemple, sur les travailleurs baladeurs, là, c'est quelque chose qui vous convient ou vous dites c'est de l'enfumage? Non, il fallait un encadrement. Puisque les travailleurs détachés posaient un problème en termes de dumping social, mais surtout à cause de la fraude. En l'occurrence, il y avait beaucoup de fraude. Donc l'accord d'hier vise à encadrer la fraude et à rendre responsables les donneurs d'ordre tout en haut. C'est-à-dire que c'est plus la petite entreprise sous-traitante qui recourt un petit peu au black qui va être mise en cause, mais le donneur d'ordre tout en haut. Alors nous, ce qu'on regrette, c'est que ça ne touche que le secteur du bâtiment, qui est un secteur très touché par la question par cette question-là, mais on aurait aimé on en a dans l'agriculture. Voilà, on aurait aimé que ça touche aussi l'agriculture. Donc c'est un accord limité pour vous, trop limité. C'est un accord, encore une fois, qui est mieux que rien, mais qui n'est pas, à notre avis, est-ce que justement cette question, le vrai problème, au-delà de la fraude, c'est pas le dumping social qui s'inscrit de façon légale dans le dispositif? Je rappelle que les charges sociales ne sont pas payées par les patrons qui viennent s'installer en France et qui prennent les salariés. Si elles sont payées, mais ce sont les charges du pays qui sont payées, donc c'est moins cher. C'est ça. Les charges sociales françaises ne sont pas payées. On voit là, de toute façon, encore une des limites du système européen tel qu'il existe actuellement. Nous considérons que pour que l'Europe soit forte et que pour que l'Europe redevienne un endroit où il va y avoir du développement économique, où il va y avoir une envie d'Europe, il faut qu'on accepte une intégration politique et économique de l'Europe. C'est une étape qu'on a beaucoup de mal à passer et qui nous freine beaucoup. Donc une intégration politique, on en a parlé notamment pour la défense, mais pas seulement. Et puis aussi qu'on ait une harmonisation de nos règles, notamment sociales. Mais ça, c'est pareil. Les différences sont tellement accentuées qu'il va falloir du temps pour le faire. Mais c'est une question de volonté politique. On a réussi à le faire pour notre monnaie. C'est-à-dire qu'on a réussi à imposer les fameux critères de Maastricht, critères de convergence, sur les déficits, sur la dette, etc. Donc il faut un Maastricht social. Oula, je n'emploierai certainement pas ce terme-là. Mais je pense qu'il faut que l'on aille vers une véritable Europe politique. Et une véritable Europe politique, c'est aussi une Europe sociale, c'est aussi une Europe qui s'harmonise à ce niveau-là. Et si on réussit à faire ça, là, on aura une belle Europe désirable et qui sera aimée par la population. Bernard Pompili, il nous reste 5 petites minutes pour aborder quelques points d'actualité de la semaine dernière. Dimanche dernier, des opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ont mené quelques actions sur la RN 165. Mais le mouvement semble s'essouffler. Sur place, on le constate. Mais faut-il laisser les militants mener leurs actions si le projet est validé par les acteurs locaux, comme ça semble être le cas? Mais l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, ce n'est pas simplement un projet local. C'est un projet d'envergure nationale. C'est un projet qui a une signification en sens de grands choix politiques. Les acteurs locaux se sont exprimés. C'est important aussi dans votre parti de soutenir la décentralisation, on est certain. Est-ce que
la légitimité locale ne l'emporte pas sur les débats d'autre envergure. Encore une fois, nous sommes pour la décentralisation, mais nous sommes aussi pour le principe de subsidiarité, c'est-à-dire que chacun s'occupe de son niveau. L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est une question d'aménagement du territoire national. On n'est pas seulement sur une question purement locale. Et puis, en l'occurrence, oui, certains acteurs politiques locaux soutiennent cette initiative, mais d'abord, c'est loin d'être unanime. Et puis, il me semble aussi que la population, qu'on doit entendre aussi, est loin d'être unanime sur la question. Et puis, encore une fois, cette question-là était une question qui pouvait se poser il y a 20, 30 ans. Cet aéroport, c'est un projet qui date des années 60. Et dans les années 60, les perspectives économiques, écologiques n'étaient absolument pas les mêmes que maintenant. Donc ce projet doit être revu à l'aune du 21e siècle. Il y a une croissance du trafic à 2 chiffres dans l'Ouest. Les acteurs économiques demandent cet aéroport. Il a été voté démocratiquement. Au nom de quoi continuerait-on à 150 personnes à bloquer le site? Si c'était vraiment que 150 personnes... Actuellement, c'est 150. Oui, mais si ce n'était que 150 personnes, si c'était juste quelques personnes par-ci par-là qui étaient contre ça, ça n'aurait pas pris l'ampleur que ça a maintenant. On voit bien qu'on est sur un modèle d'aménagement du territoire et un modèle de développement économique qui n'est plus basé sur une réalité économique de maintenant. Quand on nous dit, nous, que nous sommes des utopies, etc., non, je pense que c'est ceux qui veulent cet aéroport qui n'ont pas une vision sérieuse de la réalité économique et environnementale d'aujourd'hui. C'est encore un sujet de fâcherie avec vos amis socialistes, mais vous avez mis les sujets de fâcherie de côté, comme ça permet de... On n'en a pas mis tant que ça, des sujets de fâcherie de côté. Notre-Dame-des-Landes était un point sur lequel on a dit dès le départ qu'on n'était pas d'accord. Et il y avait la question de l'EPR à Flamanville. C'était ces 2 points-là. Pour le reste, on a réussi à trouver un accord qu'on va essayer de tenir. En tout cas, nous, on fera tout pour. On va sauter à aujourd'hui, qui est une journée un petit peu particulière, puisque c'est la journée, une journée de deuil, une journée d'hommage à Nelson Mandela. Comment vous avez perçu, vous, le fait, l'invitation de François Hollande à Nicolas Sarkozy? Est-ce que c'est un bel hommage, une belle attitude républicaine? Est-ce que vous y voyez autre chose? Et éventuellement, est-ce que vous vous dites... 2 avions pour 2 chefs d'État, pour 2 présidents. C'est vrai que le symbole politique est plutôt remarquable, mais en termes de symbole écologique, c'est dommage peut-être d'être parti à plusieurs avions pour aller rendre hommage à Mandela. Oui, on pourrait chipoter là-dessus, mais je pense que s'il n'y avait que ça en problème écologique en France, ce serait finalement très bien. Pour Nelson Mandela, ils auraient peut-être pu faire un effort, c'est ça que je veux dire. Peut-être qu'ils auraient pu mettre les bisbilles de côté, non? Mais c'est ce qu'ils ont fait, puisqu'ils se retrouvent pour aller rendre hommage à ce grand homme. Moi, j'ai pas forcément envie de rentrer dans ces polémiques-là. Je pense qu'il y a des choses beaucoup plus importantes que ça, et que un président de la République et un ancien président viennent rendre hommage à Nelson Mandela me paraît pas choquant. Plus que ça. Très bien, ça sera le mot de la fin, Barbara Pompili. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Direct Politique. Merci Michel d'avoir co-présenté l'émission. Merci chers internautes d'avoir été là pour cette émission. La semaine prochaine, à même heure, nous recevrons Xavier Bertrand. D'ici là, restez connectés.